Bonjour, aujourd'hui nous commençons cette semaine en Turquie chez Mediascope. C'est la première émission. La Banque centrale de la Turquie rebaisse le taux d'intérêt de repos hebdomadaire à 19,75 sur 100 contre 24 sur 100 auparavant. Le gouverneur de la Banque centrale de Turquie avait été limogé et remplacé par son adjoint selon un décret présidentiel publié samedi. Le président Erdogan, qui demandait depuis plusieurs temps une baisse du taux d'intérêt directeur, a mis fin aux fonctions du directeur de la Banque centrale Murat Çetinkaya en procédant à la nomination de l'ancien numéro 2 Murat Uysal à la tête de cet organisme. Erdogan voulait voir les taux d'intérêt baisser pour soutenir le crédit et les investissements, surtout en période électorale. Mais l'ancien directeur, qui ne partageait pas le même avis, opposait une résistance à cette demande. Il a finalement dû quitter son poste, provoquant une hausse des taux d'intérêt. Selon la Constitution, la Banque centrale ne fait pas partie des prérogatives présidentielles, mais rien n'a pu empêcher cette intervention. Le président a justifié cette éviction en déclarant « Nous lui avons dit de baisser les taux d'intérêt, il ne les a pas baissés ». Il a également expliqué que des taux d'intérêt élevés provoquaient de l'inflation. Pourtant, plusieurs économistes et experts monétaires pensent qu'il n'existe pas une relation de cause à effet dans ce sens entre taux d'intérêt et inflation, et que cette décision risque d'aggraver les difficultés que traverse l'économie turque, actuellement en récession. Merkez Bankası et de l'économie, maintenant nous passons à l'immigration. Le ministère de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a annoncé de nouvelles mesures dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Il a fixé un objectif de 80 000 expulsions cette année. De son côté, le gouverneur d'Istanbul a demandé aux Syriens non domiciliés dans la mégapole de rejoindre les villes où ils sont enregistrés sous peine d'expulsion. Le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu et le gouvernorat d'Istanbul ont fait des déclarations concernant la situation des réfugiés syriens dans la mégapole. S'exprimant face aux journalistes, le ministre a déclaré que des mesures contre l'immigration irrégulière seront prises, soulignant que 56 000 migrants en situation irrégulière avaient été expulsés l'année dernière, l'objectif pour cette année étant de 80 000. Soylu a aussi abordé le nombre de ces migrants à Istanbul. Si 547 000 réfugiés sont officiellement domiciliés dans la mégapole, le nombre réel dépasse de loin ce chiffre. De nombreux migrants enregistrés dans d'autres villes rejoignent Istanbul pour s'y installer. Soylu a précisé que les migrants non détenteurs d'une autorisation de voyage ne pourront pas se déplacer entre les villes. Le gouverneur d'Istanbul a quant à lui annoncé dans un communiqué que les étrangers de nationalité syrienne sous protection temporaire avaient jusqu'au 20 août pour retourner dans la ville où ils avaient été enregistrés dès leur arrivée en Turquie. En parlant de Syrie, l'émissaire spécial américain pour la Syrie, James Jeffrey, a rencontré ses homologues en Turquie à l'ordre du jour des discussions l'établissement d'une zone de sécurité dans le nord-est de la Syrie. L'émissaire spécial américain pour la Syrie, James Jeffrey, est venu en Turquie pour négocier avec ses homologues turcs. Arrivé en Turquie le 22 juillet, il a rencontré le ministre adjoint des Affaires étrangères Sedat Önal et son équipe. Avant sa visite en Turquie, Jeffrey a déclaré au Forum de sécurité d'Aspen « Nous sommes partenaires à Idlib. Nous travaillons ensemble contre l'organisation de l'État islamique. Nous sommes partenaires dans la recherche d'une solution politique pour la Syrie. Les relations entre la Turquie et l'opposition syrienne est très bien, et elle a offert de les représenter au sein des Nations Unies. Nous examinons cette proposition. Jeffrey a également souligné que l'un des principaux points à l'ordre du jour des discussions était la zone de sécurité prévue dans le nord-est de la Syrie. Le ministre des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu, lors d'une interview télévisée, a confirmé que la zone de sécurité sera discutée cette semaine. Il a déclaré « La Turquie veut mener une coopération réaliste avec les États-Unis ». Jeffrey a également rencontré le ministre de la Défense nationale Hulusi Akar et le porte-parole du président Ibrahim Kalın. Après la réunion, le ministre de la Défense nationale a précisé dans un communiqué que le ministre Akar a demandé à Jeffrey d'établir une zone de sécurité à l'est de l'Euphrate et de fournir les conditions permettant aux migrants syriens de rentrer dans leur pays. Aujourd'hui, dans cette semaine en Turquie, notre invité est le rédacteur en chef au journal Le Monde, en charge de la diplomatie, Marc Semo. Marc Semo, bienvenue à Mediascope.
Merci, bienvenue. Je ne suis pas rédacteur en chef, je suis juste en charge de la diplomatie. Ok. Mais vous savez la Turquie très bien, vous suivez la Turquie depuis plusieurs années. Et alors, c'est ce que je veux dans la première question, c'est une comparaison. Quand vous comparez les relations entre l'Union européenne et la Turquie d'aujourd'hui avec 2002, où AKP est arrivé au pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les relations de l'Union européenne avec la Turquie et surtout les relations entre la France et la Turquie? Alors, quand l'AKP arrive au pouvoir avec Recep Tayyip Erdogan en 2002, l'Union européenne, l'adhésion à l'Europe est une priorité. Ce que l'on a vu petit à petit au fil des années, c'est que, en réalité, le processus d'adhésion, les réformes menées par Recep Tayyip Erdogan dans le cadre du processus d'adhésion ont fondamentalement visé à renforcer son pouvoir, c'est-à-dire à mettre hors jeu l'armée, à mettre hors jeu la haute bureaucratie kémaliste, et en réalité, les réformes qui ont été faites étaient celles qui allaient uniquement dans le sens de donner toujours plus de pouvoir à l'islam politique en Turquie. Et de ce point de vue-là, il y a eu un basculement à partir des années 2010-2011 où l'espoir qu'avaient notamment les Européens sur la réalité du processus de réforme a commencé à s'amenuiser parce qu'on a compris que ce rapport à l'Europe était avant tout instrumental, que l'Union européenne, les réformes de l'Union européenne étaient un bouclier pour mener en même temps un processus de prise de contrôle général de l'État et des institutions de la République. Ok, mais qu'est-ce qui est la solution pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit faire l'Union européenne ou bien la Turquie pour améliorer les relations? Alors, aujourd'hui, on est dans une hypocrisie générale parce que le gouvernement turc de l'AKP dit « pour nous, l'Union européenne est une priorité ». De fait, depuis 3 ans, il n'y a rien, même s'il y a eu de nouveau récemment, à la fin de l'année, au printemps dernier, une réunion Turquie-Europe. Le processus est dans le coma, personne ne se fait d'illusions. La seule question, c'est qu'on refuse de débrancher le processus. D'un autre côté, les Européens ne veulent pas non plus clore le processus, on le laisse dans cette espèce de coma, parce que pour les Européens, il est clair que le problème n'est pas la Turquie, le problème est la gouvernance actuelle de la Turquie. C'est-à-dire, il n'est pas imaginable qu'un pays puisse adhérer à l'Union européenne alors que des gens sont en prison uniquement pour avoir défendu les valeurs qui sont celles de l'Union européenne. Et le dernier rapport de la Commission de mai 2019 soulignait avec sa grande préoccupation sur ce processus de retrait, de recul permanent de la question des libertés et des réformes démocratiques en Turquie. Alors, AKP a perdu les grandes villes de la Turquie aux élections locales de 31 mars et 23 juin. Alors, est-ce que cela avoir un effet dans le domaine des relations entre la Turquie et l'Union européenne? Est-ce que la perspective vers la Turquie a changé après les élections locales? Oui, incontestablement. Pour une raison toute simple, c'est que maintenant, au niveau de l'Europe, on voit que la Turquie, malgré les régressions démocratiques, malgré l'affirmation d'un régime toujours plus autoritaire, malgré la réforme présidentielle qui a donné des pouvoirs au président Recep Tayyip Erdogan sans équivalent dans aucune autre démocratie, même formelle, dans le monde occidental, on voit que malgré ça, il reste des espaces politiques en Turquie, que l'opposition a pu remporter des villes, dont notamment Istanbul, qu'on a refait l'élection à Istanbul avec toute sa portée symbolique, puisque Erdogan disait « celui qui contrôle Istanbul, un jour contrôlera la Turquie », et malgré ça, il n'y a pas eu de fraude massive, le candidat de l'opposition a pu gagner à Istanbul, donc cela laisse penser aux Européens que
le cas de la Turquie n'est pas désespéré et qu'on peut imaginer que la dialectique démocratique continue et que dans quelques années, en 2023 ou plus tard, la Turquie re-rentrera dans un processus après Erdogan qui lui permettra de continuer son chemin vers l'Europe. Il faut voir qu'aujourd'hui, sur les 35 chapitres du processus d'adhésion, à peine 16 ont été ouverts, et sur ces 16, un seul, celui qui regarde la science, a été clos. C'est-à-dire qu'on est absolument au point zéro en matière de processus d'adhésion. Mais qu'il faut garder ce canal ouvert, que cela ne servirait à rien de geler le processus, comme l'a proposé le Parlement européen, parce que, effectivement, quand changera la gouvernance en Turquie, on peut imaginer que le processus repartira. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Maximo, c'était un honneur de vous avoir à Mediascope dans cette semaine en Turquie. Merci. C'était un Merci plaisir. beaucoup. Alors, nous continuons. Le ministère des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a annoncé la suspension de l'accord de réadmission signé en 2016 entre l'Union européenne et la Turquie en raison du refus de l'Union européenne de supprimer les visas Schengen pour les Turcs. Le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a annoncé la suspension de l'accord de réadmission avec l'Union européenne. Il a notamment déclaré suspendre l'accord en raison du refus de l'Union européenne de libéraliser les visas Schengen pour les citoyens turcs. Dans le cadre de l'accord signé en 2016, la Turquie s'était engagée à réadmettre sur son territoire les migrants en échange d'un soutien financier de l'Union européenne. La raison principale de cet accord était d'interrompre le plus grand flux de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. L'un des volets abordés dans l'accord de 2016 était la libéralisation des visas pour la Turquie. Mais l'Union européenne n'a toujours pas accédé à cette demande, mettant en avant 72 critères dont tous ne sont pas remplis par la Turquie. Les dernières déclarations du gouverneur d'Istanbul laissent présager une augmentation du nombre d'expulsions. RSFM, la radio de l'agence russe Sputnik Turquie, a licencié le journaliste Yavuz Orhan qui avait réalisé un entretien de l'ancien Premier ministre Ahmet Davutoğlu sur sa propre chaîne YouTube. Selon Sputnik, même si la diffusion avait été réalisée à travers la propre chaîne YouTube du journaliste, il existait une similitude de couleur et de format de l'émission, pouvant laisser croire que c'était Sputnik elle-même qui avait fait ce travail. Le compte Twitter de Sputnik a perdu 85 000 abonnés en 2 jours. RSFM, la radio de l'agence russe Sputnik Turquie, a supprimé l'émission quotidienne de Yavuz Orhan. Ce dernier, accompagné d'Ismail Saymaz et d'Akif Beki, avait interviewé l'ancien Premier ministre Ahmet Davutoğlu. Le journaliste avait publié l'interview à travers sa propre chaîne YouTube. Ahmet Davutoğlu a aussitôt dénoncé sur Twitter la décision de RSFM en déclarant « Ils n'ont fait que du journalisme. Cette décision est inexplicable. Même s'ils ferment toutes les portes, nous en ouvrirons de nouvelles. Nous ne nous tairons pas. » Le rédacteur en chef de Sputnik Turquie, Mahir Boztepe, a expliqué que l'interview de Davutoğlu ne correspondait pas à leur ligne éditoriale et qu'ils avaient notifié à Yavuz Orhan cette situation. Il a également déclaré « Nous ne pouvons pas prendre parti dans une lutte politique. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes seulement journalistes. » Les déclarations d'Ahmet Davutoğlu n'ont pas valeur d'information. Une autre raison invoquée était le format de l'émission. Similaire à celui de la radio, reprenant ses codes graphiques, Mahir Boztepe a déploré que cela donne l'impression que c'était Sputnik Turquie qui avait interviewé Davutoğlu. Et maintenant, un peu de culture. La Galerie Istanbul Moderne et le musée d'Ara Güler ont joint leurs efforts pour une exposition intitulée « Deux archives, une anthologie, Istanbul dans les traces d'Ara Güler ». Vous pourrez ainsi suivre la mutation d'Istanbul à travers le regard aiguisé de l'artiste. La galerie de photos Istanbul Moderne accueille l'exposition intitulée « Deux archives, une anthologie, Istanbul dans les traces d'Ara Güler ». Fruit d'une collaboration entre Istanbul Moderne et le musée d'Ara Güler, cette exposition est issue des collections et des archives de ces deux institutions.
L'exposition a pour but de montrer la mutation d'Istanbul depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à nos jours et de mettre en valeur le rôle des photographies d'Aragüler dans la formation de la mémoire collective issue de cette transformation. Le photographe, né en 1928 et mort l'année dernière, se définissait comme reporter photographe, ces gens qui, selon lui, écrivent l'histoire avec leur caméra. À travers les œuvres d'Aragüler, l'exposition veut nous faire réfléchir à la subjectivité du photographe et à sa relation avec la photographie. C'est la fin de cette semaine en Turquie. Au revoir et à la semaine prochaine.